1er juin, ce fut le premier jour de l'été météorologique avec encore de fortes chaleurs, 30 degrés à Carpentras, vous aviez 29 degrés à Carcassonne, 28 dans la capitale et on voit très bien ces orages qui ont éclaté dans l'après-midi de jeudi sur le sud-est. Vendredi matin, le calme devrait être revenu avec toutefois pas mal de nuages bas près des côtes méditerranéennes, vers les Landes aussi ou vers les côtes d'Armor. Dans l'après-midi, alors à nouveau une activité orageuse, mais cette fois-ci d'après Météo France, de la Normandie jusqu'aux frontières de l'Est, y compris sur la Corse et surtout sur la montagne. Dégradation progressive dans l'après-midi sur le sud-ouest avec des orages qui vont remonter d'Espagne. Et puis à noter, ça c'est une perturbation qui va arriver sur la pointe bretonne. Les températures déjà très douces le matin, entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord. Et on devrait aller jusqu'à 19 degrés, ce sera pour les Niçois. Dans l'après-midi, il y a encore de fortes chaleurs sur le flanc est, jusqu'à 30 degrés à Grenoble, 27 à Dijon. Un petit peu plus fraîche sous les nuages pour Brest avec 19 degrés et encore entre 27 et 29 degrés près de la Garonne. La suite est notamment notre long week-end de la Pentecôte avec samedi donc ces pluies orageuses qui vont remonter progressivement et dans la soirée elles arriveront sur le nord-est. À noter que ces pluies pourraient être soutenues samedi après-midi sur le sud-ouest. En revanche, vous aurez beaucoup de soleil près de la Manche, sur la Bretagne, la Vendée, mais aussi sur l'extrême sud-est de la Corse. Remarquez les températures qui vont baisser. Mais dimanche, on sera pile dans des normales de saison, avec toujours de l'instabilité cette fois-ci près des frontières de l'Est, un petit peu de pluie sur les Pyrénées, ailleurs un temps agréable et ensoleillé, et puis à peu près la même chose pour le lundi de la Pentecôte, toujours ces nuages et ces averses orageuses près des frontières, à noter le vent, mais vous aurez du soleil près de la Méditerranée. Mardi, exactement le même scénario, et puis à partir de mercredi et jeudi, de plus en plus de soleil, et vous le remarquez, de plus en plus de chaleur aussi. Tout de suite, l'info avance sur LCI. Avec les stars Jeunes Actifs CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Le Grand Soir vous présente à la une des Échos avec Dominique Seux du journal Les Échos. Découvrez en avant-première les titres qui feront l'actualité. À la une des Échos, c'est du lundi au jeudi à 21h10 sur LCI. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Regardez votre programme en toute sécurité avec Omiris Alarme et Télésurveillance. Omiris au 30 36. Quoi ? On ne rate plus jamais rien avec la fibre Orange. Orange. À la Matmut, la tolérance, c'est d'assurer aussi certaines maladresses. Parce qu'un oubli, ça peut arriver à tout le monde. Sûr ? Sûr. Matmut, ma valeur sûre. Dimanche 4 juin, PMU vous donne 10 millions de raisons de parier sur vous. À l'occasion du prix du Jockey Club, 3e étape des Epic Series, PMU met en jeu une super tirelire exceptionnelle de 10 millions d'euros sur le Quintet Plus. Oui, 10 millions d'euros. Une occasion pareille, ça ne se manque pas. Les bains de bouche sont généralement utilisés pour avoir une bonne haleine. Mais bien souvent, leur goût menthe ne fait que masquer les mauvaises odeurs. CB12 est différent. Son action cliniquement prouvée neutralise la mauvaise haleine pendant 12 heures. Mon haleine sous contrôle. CB12 en pharmacie et parapharmacie. Mylan. Mylan. Alex ? Je trouvais que ça manquait de verdure dans le salon. Il y a plus facile pour décorer son intérieur. Tout pour votre intérieur à partir de 6,95 € chez Jardiland, c'est que du bien-être. Jardiland. People don't wanna think no more, they just wanna feel, they wanna let go. All the girls want hot and fine. All they looking for is hot and fine. All they ask for is hot and fine. They keep wanting that hot and fine. Look at you, look at me, look at you, look at me. 1 million. Les 10 millions. Parfum de Paco Rabanne. Accueillant sa belle-mère pour les vacances, Amaury a fait appel à Homebox pour stocker son habit de lumière. Homebox, location de box. Bienvenue au festival
Festival French Touch Renault. Allez, palmarès. Meilleurs effets spéciaux Clio avec Easy Park Assist. Silence, ça tourne. Meilleure lumière Clio. C'est lui? Oui, c'est sa signature lumineuse. Et enfin, prix du public, Clio. Voiture la plus vendue en France. Profitez d'une reprise Argus plus 3 000 € sur toute la gamme Clio et découvrez Clio Limited avec écran tactile et jantes alliage. Portes ouvertes du 15 au 19 juin. Aujourd'hui, 1er juin, levons notre verre de lait aux milliards d'éleveurs, de fabricants et de vendeurs de produits laitiers qui nourrissent 7 milliards d'hommes et de femmes tous les jours, partout dans le monde. Journée mondiale du lait. Le programme national Nutrition Santé recommande 3 ou 4 produits laitiers par jour. Classe C, Berlino Break, à partir de 399 € par mois, sans apport. Le grand soir politique, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On est en direct ensemble pendant 2 heures à 21h. On suivra en direct la prise de parole de Donald Trump qui doit dire si oui ou non il se retire de l'accord de Paris sur le climat. Mais d'abord, la politique en France et il y a matière. Il y a bel et bien une affaire Ferrand au sens judiciaire du terme cette fois. Communiqué ce matin du parquet de Brest qui annonce une enquête préliminaire visant Richard Ferrand. Ça ne change rien, dit Matignon. C'est même une bonne nouvelle, a déclaré Christophe Castaner sur notre antenne tout à l'heure. Et hasard de calendrier, c'est cet après-midi que François Bayrou dévoilait les détails de son projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Avec nous, pour en parler, Pierre Dumazeau, bonjour, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Thierry Fabre, rédacteur en chef adjoint à Challenge, merci à vous également d'être ici. Guillaume Jubin, associé au cabinet Tilder, merci à vous également. Et puis nos éditorialistes, Frédéric Delpech et Justine Corbillon. Justine, justement, je commence avec vous. Plus de 2 heures devant la presse pour présenter un projet de loi visant à moraliser la vie publique. C'est le premier grand texte du gouvernement et c'est donc le ministre de la Justice, François Bayrou, qui est venu l'expliquer devant les journalistes. Une loi qui d'ailleurs ne s'appellera pas loi pour la moralisation de la vie publique, mais loi pour la confiance dans notre vie démocratique. Et c'est intéressant d'écouter justement dans l'introduction du propos de François Bayrou tout à l'heure, comment il justifie un petit peu ce nom. Il va y avoir un petit préambule comme ça. Ça a été très long cette conférence, plus de 2 heures je crois, surtout avec les questions, 2h30. Mais alors pourquoi justifie-t-il ce texte pour la confiance et pas pour la moralisation? On l'écoute. Personne ne peut imaginer qu'un texte va rendre tous les acteurs de la vie publique, ni tous les citoyens, vertueux. Car les institutions ne sont pas faites pour rendre les hommes vertueux. Mais, sachant qu'ils ne le sont pas tous, et même qu'ils ne le sont pas généralement, les institutions sont faites pour éviter que les faiblesses humaines ne contaminent le corps social. Et on sent là que la vertu, c'est quelque chose de très cher aux yeux de François Bayrou. Ce texte, c'était aussi même sa condition pour rejoindre, pour rallier Emmanuel Macron pendant sa campagne, et c'est logiquement lui qui le porte en tant que garde des Sceaux. Alors qu'y a-t-il dans ce texte? Il y a eu beaucoup de choses. 7 points principaux que vous résume Émile Abex. Au menu de la loi de moralisation, des réformes constitutionnelles lourdes, comme la suppression de la Cour de justice de la République réservée aux membres du gouvernement, la fin de la nomination automatique des anciens présidents au Conseil constitutionnel, ou encore l'interdiction du cumul des mandats. Les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats identiques et successifs de députés, de sénateurs ou de grand exécutif local. Seule exception, les petites communes où les candidats sont parfois durs à trouver. Une autre série de mesures concerne les parlementaires et font écho au récent scandale Fillon et Leroux. Interdiction de recruter des membres de sa famille, ce qui sera vrai pour les membres du gouvernement et ce qui sera vrai aussi pour les parlementaires ainsi que pour les cabinets des élus locaux. Qu'est-ce qu'on entend par familiaux? Ascendant, descendant, conjoint. Parmi les autres propositions, la réserve parlementaire sera supprimée, les activités de conseil mieux encadrées, par exemple plus question de conseiller des sociétés liées à des marchés publics. En cas de fraude ou de corruption, la loi prévoit une sanction, 10 ans d'inéligibilité maximum.
Enfin, petite nouveauté pour les partis politiques, la création d'une banque de la démocratie pour les aider à financer leurs activités et les élections électorales. Et puisqu'Amy termine son sujet par l'idée d'une banque de la démocratie pour aider les partis à se financer, j'ajoute que c'est une proposition qui a été accueillie favorablement cet après-midi par le Front National, puisque ça fait partie de ces partis qui ont du mal à se financer, et qu'aujourd'hui même, Marine Le Pen avait lancé un emprunt patriotique pour que ses électeurs la financent directement. Donc ça, c'est pas possible, mais au moins elle sera aidée par une banque de la démocratie. Le FN qui a ajouté qu'il ne voterait pas le texte en l'état parce qu'il n'allait pas assez loin. Si on revient d'abord sur la déclaration de François Bayrou qu'on a entendue, cette espèce de préambule où il parle de la vertu, les hommes ne sont jamais vertueux. On a clairement senti l'allusion à l'affaire Ferrand. Il vous a frappé ce passage ? Oui, ça montre la contradiction du gouvernement sur la sémantique. Le fait d'avoir appelé cette loi moralisation au départ, ça s'est révélé être une erreur à cause de l'affaire Ferrand. Parce que l'affaire Ferrand, tout de suite, on a vu qu'il n'y avait pas d'angle pénal. Même s'il y a ouverture d'une enquête préliminaire, on verra peut-être si le pénal rattrape Ferrand. Mais pendant la première semaine, on s'est dit, c'est légal, mais c'est pas moral. Très vite, ça a été mis sur le terrain de la morale et donc c'est venu percuter en fait le projet de moralisation de la vie publique. C'est pour ça qu'habilement, ils ont essayé de rhabiller finalement ce projet avec un autre terme. Sur le fond, ensuite, moi, j'ai le sentiment que l'affaire Ferrand les a poussés à aller plus loin que prévu. C'est-à-dire, ce projet de loi, quand on le voit dans le détail, il est quand même assez radical. Il y a des choses qui vont changer, outre l'emploi, le refus d'employer des membres de sa famille. Quand on voit la fin de la réserve parlementaire, c'était vraiment à disposition des députés 80 millions de subsides pour subventionner qui on voulait, sans contrôle. Tout ça sera terminé. La fin de la Cour de justice de la République, c'est quand même une institution d'un autre âge qui permettait de juger les ministres. Mais qui jugeait les ministres ? C'était les ministres eux-mêmes. Il y avait avec des magistrats, 3 magistrats professionnels et une dizaine de ministres. Donc cette espèce de connivence de notre âge, c'était réclamé par des associations anticorruption, notamment Anticor, vous savez, qui a déposé plainte. Et le vice-président d'Anticor nous disait la semaine dernière, j'ai peur que l'affaire Ferrand freine cette loi de moralisation. Et c'est pour ça que Ferrand devrait démissionner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que Ferrand est toujours là, mais c'est peut-être, comme l'affaire a explosé, ça a poussé nos gouvernants à aller assez loin, y compris on pourra en reparler sur le contrôle des partis politiques qui va très loin, et pour faire un système de contrôle qui soit beaucoup plus performant en France. Pierre Dumazeau, vous êtes d'accord ? Ils sont peut-être allés encore plus loin à cause ou grâce de cette affaire Ferrand ? Ils sont allés loin, ils sont allés plus vite aussi que prévu, parce que François Bayrou devait présenter cette loi de moralisation quelques mois après sa mise en fonction. Là, c'est tombé. Alors, je pense qu'effectivement, non seulement ça a précipité la rédaction du texte, c'est allé loin. Beaucoup de réformes sont radicales qui vont, je pense, si tout est mis en œuvre, comme ce que François Bayrou a annoncé cet après-midi, ça va considérablement changer le visage du Parlement, d'une part, des pratiques du Parlement, et aussi de la République, à mon avis, dans son ensemble. Donc ça va dans le bon sens. C'est vrai que, après, sur le terme moralisation de la vie publique, si c'était pas aussi grave, aussi embêtant, ce serait presque drôle et ironique, et on se demanderait quelle légitimité a François Bayrou, qui, faut-il le rappeler, est mis en examen, qui présente cette loi de moralisation. Donc ça a quelque part un côté assez disons, cocasse, si c'était pas aussi grave. Donc je pense que ça a accéléré sur le fond, mais également sur la forme. Oui. Guillaume Jubin, on entendait en début de semaine Édouard Philippe promettre un texte justement assez radical, assez innovant. Il a tenu ses promesses ? Je crois qu'il a surtout fait un acte de communication très fort pour, dès le départ, cranter d'une certaine manière le fait que le changement, c'était maintenant. Alors, c'était pas le slogan d'Emmanuel Macron, c'était le slogan du précédent président de la République. Mais on voit bien que l'idée d'aller très vite, elle est là. C'est de montrer très rapidement qu'on est rentré dans une nouvelle ère, que la nouvelle ère avec Macron, c'est une réalité. Et je pense aussi qu'il y a l'idée très rapidement que les Français vont juger sur les résultats. Donc, si on veut très vite avoir des résultats, il faut très rapidement prendre des mesures. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut regarder le texte qui a été présenté par François Bayrou. Je pense qu'il tombe d'une certaine manière assez bien aussi par rapport au calendrier dont on parle dans la presse d'affaires qui concerne M. Ferrand. Donc je pense qu'en fait, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut très rapidement faire un pas de rupture très fort pour, je dirais, placer le quinquennat d'Emmanuel Macron sous l'ère d'un grand changement et d'une vie politique qui change très fortement. Frédéric Delpech, ça veut dire qu'on peut parler ce soir d'une opération réussie, pour François Bayrou en tout cas ?
Ça me semble beaucoup trop tôt. Il faut quand même rappeler que des lois sur la moralisation de la vie politique, il y en a eu beaucoup. La dernière, c'était la loi Cahuzac, vous vous en souvenez, sous le quinquennat de François Hollande. Ça n'a pas empêché d'autres affaires après cette loi Cahuzac qui ont empoisonné la fin du mandat de François Hollande. La très récente démission de Bruno Le Roux, rappelez-vous, c'était il y a à peine un mois et demi. Ça venait après un certain nombre de lois. Donc attention aux grandes... c'est pas forcément c'est pas le grand soir de la moralisation de la vie politique. Il y a des mesures effectivement importantes qui vont changer profondément la vie des parlementaires, mais je ne suis pas sûr que c'est un impact, en tout cas que les Français se rendent bien compte de l'impact exact, parce que là, il y a quand même des choses extrêmement techniques sur la réserve parlementaire. Non, mais ça donne une impression de grand nettoyage. En termes d'image pour les Français, c'est pas mal. Oui, enfin, ça donne une impression d'un carcan pour les politiques desquels ils ne pourront plus beaucoup sortir, et donc avec beaucoup plus de restrictions. Mais pour autant, regardez par exemple les faits reprochés à Richard Ferrand, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de cette loi de moralisation, ça n'a rien à voir. Donc il y aura encore des affaires après, peut-être sur d'autres registres. Là, en tout cas, ce qui se passe, c'est effectivement l'engagement des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Il s'était engagé sur une loi de moralisation de la vie politique, notamment grâce à son alliance avec François Bayrou. C'était un engagement. Grosso modo, on retrouve les mesures qui avaient été promises. Bon, ça va assez loin, effectivement. La chose nouvelle, c'est peut-être sur le financement des partis politiques avec cette banque à laquelle les partis pourront faire appel pour avoir des prêts quand c'est difficile. Mais quand on regarde dans le détail des mesures, il y avait déjà des choses qui traînaient depuis très longtemps, comme la suppression de la Cour de justice, comme le fait que les anciens présidents puissent pas être au Conseil constitutionnel. Donc, c'est pas non plus un Big Bang total. C'est une importante et ambitieuse réforme de moralisation, mais il y en a eu d'autres et il y en aura sans doute d'autres dans l'avenir. Est-ce que je peux compléter ? Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est de regarder notre jugement par les ONG anticorruption. Il y en a une très intéressante qui s'appelle Transparency, qui est internationale et qui fait son benchmark. Est-ce que la France est en avance ou en retard ? Avant les lois Cahuzac, on était très en retard. Il n'y avait pas grand-chose pour justement contrôler la vie politique. Les lois Cahuzac nous ont fait faire déjà un petit bond en avant avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et je me souviens, l'ancien président de Transparency, pendant la campagne, nous disait « L'affaire Fillon, pour nous, c'est du pain béni, parce qu'on va sans doute faire un nouveau saut. » Et effectivement, quand on voit ce qui se passe quand même, on va faire un nouveau saut et on va sans doute se mettre au niveau quand même des principales démocraties occidentales, notamment nordiques, qui sont bien en avance sur nous. Donc je ne suis pas tellement d'accord avec votre analyse. Je pense que notre système devient plus performant, mais effectivement, on court toujours derrière les fraudeurs. C'est-à-dire jusqu'alors, il n'y avait pas tellement de contrôle du financement des partis. Ils veulent essayer d'avancer parce qu'il y a eu encore récemment l'affaire Big Malion. Donc il y a toujours des affaires qui sortent et donc on se dit on n'est pas assez performant, mais quand même, il faut relever ce progrès et surtout le fait on se compare aux démocraties modernes. Et pour juger complètement, on va attendre le débat parlementaire et les amendements. Oui, bien sûr. Et ce que vont rajouter ou retirer les parlementaires. Alors Justine, quand même, très mauvais timing pour le gouvernement. La présentation de cette loi intervenait le jour même où ce parquet de Brest a donc décidé d'ouvrir une enquête contre Richard Ferrand. Alors on va revenir dans un instant sur en effet l'enquête là qui est désormais ouverte, l'enquête préliminaire sur Richard Ferrand. Mais c'est vrai que pour François Bayrou, ça a dû être compliqué dans ce climat de présenter cette loi alors que la probité d'un de ses collègues était en tout cas mise en cause. Alors, c'est très difficile de savoir ce qu'en pense, évidemment, François Bayrou, et d'autant que jusqu'à présent, on lui avait reproché, en tant que garde des Sceaux, d'avoir surtout gardé le silence sur cette affaire, silence qu'il a rompu cet après-midi, et pas plus tard qu'il y a 5 minutes, puisqu'il était l'invité de TF1. Les électeurs ont tout dit. Ils ont dit, oui, on attendait qu'aucune affaire n'apparaisse, et ouvrir une enquête, c'était la meilleure chose à faire. C'était pour qu'on sache. Et cette indépendance de la justice que je protège, qu'il est de mon métier de protéger, de ma responsabilité, c'est pas un métier, c'est une responsabilité de protéger, de garantir, cette indépendance de la justice, elle est la meilleure garantie, la meilleure arme offerte aux citoyens pour que les choses qui doivent se savoir se sachent s'il y a des choses à savoir. Et je vous assure que pour moi, je n'ai aucune information sur cette affaire. Réponse très factuelle. Pourquoi il garde tout simplement une distance ? C'est aussi surtout parce que c'est la position du gouvernement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que ce bloc tient. Pour l'instant, le gouvernement maintient sa confiance envers Richard Ferrand, donc François Bayrou également. Mais c'est vrai qu'il a dû sans doute se retenir de s'exprimer ces derniers jours sur cette affaire. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a des infos coulisses sur ce que pensent profondément les ministres au sein de ce gouvernement de cette affaire Ferrand, Pierre Dumazeau ?
Ouais, c'est le sentiment de profond malaise quand même, parce que En Marche a fait campagne sur la moralisation de la vie politique. Richard Ferrand ne s'était pas privé d'attaquer en des termes extrêmement violents à l'époque François Fillon. Il souillait l'ensemble des élus, etc., etc. Donc toutes ces attaques extrêmement violentes, aujourd'hui se retournent contre eux. C'est l'arroseur arrosé. Donc, évidemment, au sein d'En Marche, sur le terrain, ils s'en rendent compte. Quand on fait campagne aux élections législatives, qu'on ait des tickets En Marche, qu'on ait de la société civile, qu'on est neuf, que ces affaires qui sont, en termes de morale, comparables à ce qu'on a vécu avec Fillon, c'est très compliqué. Et il y a un énorme malaise au sein d'En Marche, ça c'est une certitude. Si je peux compléter, quand on parle avec des candidats aux législatives d'En Marche, ils nous disent que leurs électeurs ne leur parlent que de ça. C'est ça, c'est que de l'affaire. Que de l'affaire. C'est ça le problème, c'est qu'ils doivent gérer comme les alors qu'ils sont novices en politique et qu'ils ne savent pas forcément répondre. Effectivement, donc là, il y a une espèce de boomerang et beaucoup de témoignages assez sévères de membres d'En Marche, de militants, qui effectivement ne comprennent pas cette affaire. Et eux, il ne faut pas la distinction entre le légal et le moral. Eux, ils pensent que le moral leur pose problème. Ça va même, c'est encore plus haut. Pourquoi Emmanuel Macron a été élu ? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu d'affaire Fillon, Emmanuel Macron n'aurait pas été à l'Élysée, il faut qu'ils s'en souviennent. Donc il y a eu aussi une part des électeurs d'Emmanuel Macron de rejet de François Fillon et de cette ancienne politique, etc. Le fait que tout ça recommence, alors que pendant un an de campagne, un peu moins, on ait fait des leçons de morale, on a joué vraiment les pères la vertu, et que ça arrive au bout quand même de 2 semaines de gouvernement, c'est très compliqué pour s'en sortir, sur le terrain en tout cas. Eh bien justement, ça nous amène à la question politique hebdomadaire avec Opinionway pour Tilder et LCI. Guillaume Jubin, vous allez nous éclairer sur ces 2 questions qui ont été posées à un échantillon de plus de 1000 personnes. Pensez-vous que la future loi de moralisation de la vie publique sera efficace pour changer les pratiques politiques en France ? La réponse est un petit peu étonnante, Guillaume Jubin. Oui, on voit que la réponse est très surprenante puisqu'il y a une majorité de Français, 50%, qui considèrent effectivement que cette loi va avoir un impact et changera la donne dans la politique française. Donc ils y croient. C'est une surprise parce qu'il y a normalement une grande défiance quand même des Français à l'égard de la classe politique, à l'égard de toutes les mesures qui peuvent être prises. On a rappelé, c'est des mesures qui avaient été prises de transparence ou de moralisation de la vie publique depuis un certain nombre d'années. On avait plutôt le sentiment que les Français n'y croyaient pas beaucoup. Et là, on voit que, alors peut-être c'est une attente d'une certaine manière, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils y croient, mais il y a un espèce d'a priori positif, et voire même très positif, sur cette loi. Alors une partie, effectivement, la France reste coupée en deux quand même, sur beaucoup de sujets, mais on voit qu'une partie n'y croit pas. Mais en tous les cas, le fait d'avoir 50% des Français qui voient, en tous les cas, dans cette loi, quelque chose qui va changer la donne, c'est quelque chose d'assez fort. Et d'une certaine manière, on voit que pour le gouvernement, c'est plutôt une opportunité de montrer des résultats assez vite sur ce terrain-là, qui est quand même une attente assez forte pour les Français. Comment ça s'explique d'après vous ? C'est l'effet Macron qui bénéficie d'une cote de popularité ? Oui, je pense que c'est vraiment un effet Macron. Là, c'est effectivement une légère majorité. C'est pas non plus un raz-de-marée en faveur de cette loi, mais oui. Non, mais ça paraît beaucoup vu le contexte. Oui, ça paraît effectivement beaucoup, mais il y a sans doute un effet Macron. Emmanuel Macron est crédité d'une volonté. D'ailleurs, c'est pour ça sans doute que François Bayrou a un peu accéléré la présentation de cette loi pour montrer que malgré l'affaire Ferrand, le gouvernement a la volonté de légiférer. Emmanuel Macron veut mettre en application ses promesses. Et là, on a le sentiment qu'il est quand même crédité par les Français. Il vient d'arriver, il vient de rentrer en fonction. Il est crédité de vouloir faire ce qu'il a promis pendant sa campagne. Ça, c'est sans doute avant tout un effet Macron. Alors, deuxième question, rapidement. Selon vous, la réforme du Code du travail souhaitée par le gouvernement permettra-t-elle de faire baisser le chômage, Guillaume Jubin ? Alors là, c'est un peu moins positif. Un peu moins net. Il y a deux leçons. La première, c'est qu'on voit qu'on a encore une majorité de Français, 60%, qui pensent effectivement que quelque part, toutes les mesures qu'on peut prendre aujourd'hui sont sans effet sur le chômage. Et là, on est un peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis une quinzaine d'années, où de toute façon, les Français ne croient plus que les politiques soient encore capables de réduire le chômage par des mesures immédiates. Mais on voit quand même qu'à 40%, et ça, c'est ce qu'il faut voir, c'est la tendance qui s'est inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu plus 20% par rapport au sondage, ou même sondage qui avait été fait il y a un an, qui considère effectivement que ces lois travail peuvent avoir un impact et changer la donne. Mais finalement, c'est un peu le même sujet, je crois, que sur la moralisation. On voit que le sujet, c'est pas tellement pour ou contre la réforme. Finalement, les Français sont pour la réforme, mais leur message, c'est dans ce cas-là, il faut des résultats très vite. Et c'est sur les résultats que vous devez nous convaincre. Justine, on va rentrer maintenant dans le détail de ce qu'on peut donc désormais appeler une affaire Ferrand, puisque jusqu'à présent, le parquet de Brest estimait qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une enquête. Visiblement, ça a changé. Pourquoi ça a changé ? Il faut reprendre en un mot la chronologie de cette affaire. Depuis une semaine, finalement, le 24 mai, le Canard enchaîné donne les premiers éléments compromettants sur ce fameux montage immobilier. 2 jours plus tard, en effet, le parquet de Brest juge que ces éléments ne suffisent pas pour ouvrir une enquête. Et entre-temps, pendant une semaine, on va
va avoir à la fois des témoignages de témoins clés et puis aussi de nouvelles révélations dans différents médias qui aboutissent finalement ce matin à l'ouverture de cette enquête préliminaire. Bonne nouvelle, dit le porte-parole du gouvernement, parce qu'au moins on fait la clarté sur tout ça. Mauvaise nouvelle quand même pour Richard Ferrand, notamment parce que ça a été un de ses axes de défense depuis une semaine, de dire tout est transparent, la preuve, il n'y a pas d'enquête. Alors maintenant, il y en a une, elle va porter sur 4 points que je vous détaille. D'abord, le flou autour de ce fameux montage immobilier. Je rappelle donc que les mutuelles de Bretagne, dirigées à l'époque par Richard Ferrand, avaient le choix entre 3 propositions pour l'achat d'un local. Ils ont choisi ceux de la compagne de Richard Ferrand. Sauf que pourquoi flou autour du montage? Parce qu'au moment de la signature, les locaux et même la société n'existaient pas. Les statuts ont été créés après la signature. Deuxième point, le flou dans la méthode de sélection de ce local. Depuis le départ, les mutuelles de Bretagne se défendent en disant celui de la compagne de Richard Ferrand, après tout, c'était le moins cher. Sauf qu'en fait, non. Après travaux, et lorsqu'on achète un bien, on regarde combien vont nous coûter les travaux. Après travaux, la proposition de la compagne de Richard Ferrand n'était pas la moins chère. Troisième point, l'emploi de sa compagne. Alors ça, on l'a appris aussi. Non seulement sa compagne, mais aussi son ex-femme ont toutes les deux été employées pour des missions. Son ex-femme, notamment, a remporté certains contrats pour les mutuelles de Bretagne. Et puis, quatrième point, l'emploi d'un proche à l'Assemblée. Parce que Richard Ferrand, en quittant les mutuelles, a placé, explique Le Monde, une de ses proches directrice de ces mutuelles. Et puis, le compagnon de cette dame qui a donc pris la direction des mutuelles a été lui-même employé par Richard Ferrand à l'Assemblée. Donc, il faudra aussi faire la lumière sur ce point-là. Ça fait 4 points. Est-ce que ça change l'avis du gouvernement? On le dit depuis le départ de cette émission, non. Il est toujours soutenu, Richard Ferrand, par le gouvernement. C'est ce qu'explique Édouard Philippe cet après-midi. Comme vous avez pu le comprendre, l'ouverture d'une enquête préliminaire ne change strictement rien à la position que j'ai moi-même formulée, que j'ai formulée publiquement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Il a ma confiance, c'est la position que j'ai exprimée mardi, c'est la position que j'ai exprimée hier. Nous sommes jeudi, je l'exprime encore, et croyez-moi, je compte bien l'exprimer aussi longtemps que la situation ne changera pas. Une mise en examen déclenche immédiatement une démission d'un ministre. C'est la position claire que j'ai exprimée. Je ne vois aucune raison d'en changer. Je vous remercie. C'est très clair et au moins pourrait-on dire qu'il y a une forme de bloc qui pour l'instant ne se fissure pas. C'est-à-dire qu'on est tous sur la même ligne et vu que depuis le départ on dit qu'on le soutient, pour l'instant on continue à le soutenir. Évidemment c'est du côté des autres partis politiques que ça coince depuis le départ. Le FN demande sa démission, le Parti Socialiste. Et cet après-midi, ce n'est pas la voix du parti en soi, mais c'est le député Georges Fenech, les Républicains, qui a lui aussi demandé cet après-midi la démission de Richard Ferrand. Il explique, Georges Fenech, qu'après tout, je rappelle que dans l'affaire impliquant par exemple Jérôme Cahuzac, l'ouverture d'une enquête préliminaire avait suffi pour décider François Hollande a exigé de son ministre sa démission. Ce gouvernement doit donc faire la même chose. Sauf qu'on va rappeler au passage qu'il n'y a qu'une enquête qui a été ouverte et pas d'information judiciaire. Donc la situation est un peu différente, Thierry Fabre. Matignon qui soutient coûte que coûte et qui dit pas de mise en examen, pas de démission. Ça tient la route ? C'est difficile à tenir, mais en fait c'est une règle justement que la frontière entre le judiciaire et le moral. Donc côté judiciaire, effectivement, il y a une enquête préliminaire qui va peut-être aboutir à un classement sans suite. Et donc là, ils pourront dire, écoutez, vous avez vu, la justice a regardé, il n'y a rien. En revanche, s'il y a ouverture d'informations judiciaires ou renvoi, le procureur peut aussi renvoyer directement devant un tribunal s'il voit que les faits sont graves. Là, évidemment, la sanction tombera immédiatement. Il faut quand même rappeler dans cette affaire, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en comparant à l'affaire Fillon, que c'est de l'argent privé et c'est pas de l'argent public. C'est quand même une différence de taille. Il y a effectivement un mélange des genres tel que vous venez de l'exposer qui est assez ahurissant, mais ça reste de l'argent privé donc dans une mutuelle société de droit privé, alors que l'affaire Fillon avait un impact beaucoup plus fort, notamment auprès des électeurs, c'était l'argent des contribuables. Il n'empêche que, vu le mélange des genres, vu l'accumulation de ce que vous avez détaillé, vu l'emploi quand même de son fils, qu'on a appris aujourd'hui, alors que la vidéo montrant Ferrand dénoncer l'emploi de la famille de François Fillon circule. Donc c'est effectivement très difficile à défendre, mais encore une fois, il faut s'en remettre au travail des enquêteurs et la sanction tombera ensuite. Pierre Dumazo, est-ce qu'il n'a pas raison de respecter tout simplement la présomption d'innocence ? Mais il faut toujours respecter la présomption d'innocence et je crois que là, on n'est même plus dans le judiciaire. Pour moi, il y a vraiment une question morale. La question, c'est est-ce que ce qu'a fait Richard Ferrand est moral ? Quand on s'est placé à nouveau en personne qui donnait des leçons, etc. La réponse, c'est non. Moralement, la position de Richard Ferrand n'est pas tenable. J'ai juste cité une phrase que disait Richard Ferrand sur François Fillon. Il y a quelques mois sur France Inter, il disait « Les Françaises et les Français se demandent, au-delà de savoir si ce qu'il a fait est légal, si c'était acceptable ». Richard Ferrand disait ça de François Fillon. On peut lui retourner la phrase à la question « Est-ce que
ce qu'a fait Richard Ferrand est acceptable moralement, je pense que les Français ne l'acceptent plus. François Fillon ne s'est pas retiré de la campagne présidentielle. Il a tenu bon jusqu'au bout. Oui, quel est l'axe de défense ? On a quand même furieusement l'impression d'entendre exactement les mêmes éléments de langage de l'état-major de Ferrand comparé à l'état-major de Fillon. Et que dire du silence d'Emmanuel Macron, justement, en termes de communication ? Aucun commentaire, pas d'affichage non plus en public. Il a raison, et de toute façon, il a choisi une posture au départ qui était de dire je serai de toute façon au-dessus du débat politique et politicien tous les jours. Donc d'une certaine manière, ça le protège de ces débats-là. Je crois qu'en communication sur ce sujet-là, vous l'avez dit à juste titre, il n'y a pas de bonne solution. Après, ce qui est vrai quand même, c'est que je pense qu'il faut à la fois une position assez claire, et finalement Édouard Philippe l'a tenu, il a dit après tout, tant qu'on n'est pas mis en examen, on a sa place au gouvernement, du jour où on est mis en examen, on sort du gouvernement. Et ensuite, il faut avoir aussi une posture vis-à-vis de la société pour dire on voit les choses, on entend les choses, on a compris qu'il y avait un problème. Et d'une certaine manière, on peut voir la conférence de presse de François Bayrou aujourd'hui un peu comme une réponse pour dire on a bien vu qu'il y avait quand même un sujet qui se posait, qu'il allait falloir changer les choses. Alors je vous propose maintenant de retrouver Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est en direct avec nous depuis le 4e arrondissement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous organisez la toute première rencontre avec les partisans de votre mouvement qui s'appelle Dès demain. Ça se passe quai de l'Hôtel de Ville. Vous y êtes en ce moment même. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Madame Hidalgo, à l'actualité politique. On a entendu Édouard Philippe répéter pas de mise en examen de Richard Ferrand, donc pas de démission. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire et de la réaction du gouvernement ? D'abord, je pense que les Français, à juste titre, attendent de l'exemplarité et que cette exemplarité doit être au rendez-vous. Je n'ai pas beaucoup d'autres commentaires à faire. Vous savez, je suis très engagée dans ma ville. Les questions de déontologie, les questions de transparence sont des questions que j'ai portées dès le début de mon mandat comme des questions essentielles. Voilà, je pense que chacun doit effectivement aller vers cette exemplarité. Notre démocratie en a besoin. Et le projet de loi sur la moralisation de la vie publique présenté tout à l'heure par François Bayrou, je suppose que vous avez suivi cela de très près. Est-ce que ça va assez loin selon vous ? D'abord, c'est très très important, bien sûr, d'ajouter encore une pierre à ce qui a été fait, avec notamment la haute autorité, qui est aussi un élément du quinquennat précédent qu'il faut saluer. Avec mon premier adjoint, Bruno Julliard, nous avons porté des propositions qui peuvent être une contribution utile pour compléter, approfondir ce projet de loi. Votre mouvement, Dès demain, peut aussi participer à ce débat. C'est aussi l'un des objectifs de ce mouvement que vous avez créé, lancé ? Oui, d'abord, c'est un mouvement qui est un mouvement citoyen. C'est pas un parti politique et c'est pas un courant du Parti socialiste, pour dire les choses très clairement. Il y a dans ce mouvement beaucoup de gens qui viennent de la vie associative, de l'écologie, du social, de l'entrepreneuriat social, et qui sont des femmes et des hommes engagés, qui portent des solutions, qui inventent des solutions tous les jours, et aussi des élus locaux, des élus européens, des maires européens qui ont rejoint ce mouvement. Notre idée, elle est simple. Porter toutes les solutions, toutes les initiatives qui aujourd'hui permettent de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, tous les jours, il y a des Français qui, partout en France, trouvent des solutions pour lutter contre la pollution, pour créer de l'emploi, pour accueillir, par exemple, les personnes en difficulté, les laisser pour compte de la mondialisation. Souvent, d'ailleurs, ce sont les gagnants de cette mondialisation. Et cette génération de trentenaires, cette génération dite Y, qui est une génération qui a aussi envie de s'impliquer de façon éthique et citoyenne. Donc ce mouvement est ouvert à toutes ces femmes et ces hommes partout en France et en Europe. Nous portons un projet qui est un projet social-démocrate, écologique et en même temps européen. Et c'est un mouvement citoyen qui, bien sûr, apportera ses contributions, ses propositions à la vie politique locale, mais aussi nationale et européenne. Vous savez, on dit souvent penser global et agir local. Oui, il faut agir local, mais les actions locales peuvent permettre aussi à une pensée globale, c'est-à-dire à des dispositifs nationaux, d'être peut-être plus efficaces
En tous les cas, c'est l'ambition de ce mouvement et je suis ravie de le partager avec des personnalités du monde politique, mais beaucoup de personnalités de la vie citoyenne et associative. Madame Hidalgo, puisque vous avez parlé d'écologie, je ne résiste pas à l'idée de vous poser une question au sujet de Donald Trump, qui dans moins d'une demi-heure maintenant va annoncer sa décision sur l'accord de Paris sur le climat. Vous redoutez un retrait des États-Unis ce soir ? Oui, mais je vais faire le lien avec ce que je viens de dire sur le mouvement des demain. Vous savez, si l'accord de Paris a pu être signé, c'est bien sûr parce que l'ONU, parce que la France s'est beaucoup mobilisée et beaucoup d'autres États, mais surtout parce que au moment de l'accord de Paris, les villes, les associations, les entreprises ont fait irruption dans la négociation. Elles se sont invitées à une négociation internationale, ce qui a permis d'aboutir à l'accord de Paris. Aujourd'hui, Donald Trump devrait annoncer la sortie de l'accord de Paris. Bien sûr, c'est une nouvelle qui est une nouvelle extrêmement mauvaise pour la planète et pour les générations futures. Mais ceux qui portent l'accord de Paris par leurs actions, ce sont les villes, ce sont les entreprises, ce sont les citoyens. Vous savez, je préside le réseau des plus grandes villes du monde, le réseau dit du C40. Ce réseau s'est engagé, il y a beaucoup de maires nord-américains qui sont à mes côtés dans ce mouvement extrêmement important, et c'est eux qui vont mettre en œuvre l'accord de Paris. Que Donald Trump, le président des États-Unis, dise qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas de l'accord de Paris. D'abord, en sortant, il fera une erreur dramatique. Elle lui est rappelée aussi par les industriels américains, notamment ceux qui regardent le futur, ceux qui savent qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais qu'ils sortent ou pas de l'accord de Paris. Ceux qui vont appliquer l'accord de Paris, ce sont les grandes villes. Et aujourd'hui, les grandes villes, par exemple dans le réseau que je préside, nous représentons 650 millions d'habitants à travers la planète. Nous sommes le levier d'action concret pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Et d'ailleurs, toutes les villes qui sont représentées dans ce mouvement se sont engagées sur une feuille de route d'ici 2020 qui vise à diminuer la pollution, diminuer la production des gaz à effet de serre, à permettre aussi l'adaptation de nos villes au changement climatique et notamment à l'élévation des températures. Vous savez, nous sommes ici sur les voies sur berge de Paris qui avant étaient une autoroute. Eh bien, regardez, aujourd'hui, c'est un espace de promenade au bord du fleuve, c'est-à-dire à un endroit de fraîcheur qui est aussi un endroit qui va nous permettre de rafraîchir la ville, notamment en se préparant à ces fortes températures qui sont inéluctables. Merci beaucoup, Madame Hidalgo. Nous n'avons pas agi suffisamment à temps. Et on sera fixé dans moins de 20 minutes maintenant, puisque Donald Trump fera part de ses intentions et vous suivrez son intervention en direct sur LCI. Merci encore Anne Hidalgo. Justine, je me tourne vers vous. Comme chaque soir, c'est l'heure de notre point législatif. On est donc en pleine campagne et ce soir, on va parler des Républicains et du Parti Socialiste. Alors d'abord les Républicains et cette sérieuse passe d'armes entre d'anciens amis politiques, en tout cas, qui sont devenus ennemis. Daniel Fasquelle, député et trésorier du Parti Les Républicains, et Gérald Darmanin, qui est désormais ministre d'Emmanuel Macron. Depuis que le gouvernement est composé de personnalités de droite et son Premier ministre en premier lieu, ça agace évidemment certains élus à droite. Daniel Fasquelle a donc fait notamment ce tweet la semaine dernière. Édouard Philippe qui est obligé de voler au secours de Ferrand, et puis Darmanin qui va devoir assumer des hausses d'impôts. Ces ministres se sont fait piéger. Ça n'a pas plu à Gérald Darmanin, qui lui aurait donc envoyé ce texto qu'on vous a retranscrit et qui est publié dans la presse depuis hier. Bonjour Daniel, cela fait plusieurs fois que je lis des messages très loin d'être sympathiques. Faut-il que je soutienne le candidat En Marche dans ta circonscription, ou bien que je publie les lettres de demande d'intervention fiscale que tu m'envoies depuis ma nomination? Et ça, pour le coup, ça n'a pas du tout plu à Daniel Fasquelle, qui porte plainte. Il parle de menaces, de chantage, d'abus de pouvoir de la part de Gérald Darmanin. Il a donc envoyé cette lettre au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander d'agir. Donc ça, c'est pour la passe d'armes au sein des Républicains. On sent évidemment que non seulement au gouvernement, mais aussi dans certaines circonscriptions des législatives, c'est compliqué pour ce parti de droite qui parfois s'allie à Emmanuel Macron. Deuxième information qui est un petit peu de ce journal de campagne législative, mais un petit peu plus secondaire, c'est cette histoire de Najat Vallaud-Belkacem, ravie dans sa 6e circonscription du Rhône d'avoir pu publier un soutien de taille en la personne de Tony Parker. Donc elle a beaucoup parlé de ce soutien, sauf que eh bien, aujourd'hui Tony Parker l'a un peu mis sur la touche. Il l'a lâché. Il l'a démenti, il a dit oui c'était un soutien personnel, mais en aucun cas je fais de la politique, j'en ai jamais fait, donc je veux pas qu'on me mette en avant. C'est compliqué pour Najat Vallaud-Belkacem qui en plus est donnée perdante dans cette circonscription face au candidat d'En Marche. Thierry Fab, ça vous inspire un commentaire? Oui, parce que j'en viens. J'ai passé 2 jours à Villeurbanne pour suivre la campagne de Najat Vallaud-Belkacem face au candidat d'En Marche,
Marche, Bruno Bonnell. Et évidemment, ça ressemble au coup de grâce parce qu'elle a avoué toute la difficulté qu'elle a à faire campagne avec l'étiquette PS. Elle le dit, mon handicap, c'est ce qu'est le PS aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait plus de programme, puisqu'ils ont gommé le programme de Benoît Hamon sans en présenter un nouveau. Et évidemment, donc, beaucoup de gens sont aspirés par Macron. Et donc, elle est en grande difficulté, même si sa campagne, on l'a vu, elle va dans les marchés, elle est très, très conquérante. Mais évidemment, les sondages donnent 10 points d'écart avec un nouveau venu en politique, un chef d'entreprise qui s'appelle Bruno Bonnell. Et quand Anne Hidalgo crée son mouvement dès demain, elle a beau dire que ce n'est pas un parti, c'est aussi peut-être pour se détacher de l'étiquette PS, Pierre Dumazeau ? Oui, on appelle mouvement citoyen ce qui n'est pas encore un parti politique pour essayer de créer l'illusion. Difficile de croire que ce ne sera pas en 2022 Anne Hidalgo et Martine Aubry et d'autres qui vont créer une vraie Christiane Taubira, qui sont en train de s'unir et de s'organiser pour créer la véritable alternative à gauche en 2022 et pourquoi pas une candidature de la maire de Paris à la présidentielle. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des failles au sein du parti, si on crée un mouvement... ça veut dire que le Parti socialiste est complètement explosé et en voie de recomposition. Et on voit que ce sont les luttes pour la conquête du parti tel qu'il est, peut-être pas forcément, en tout cas de mettre la main sur... C'est quand même un appareil militant assez important, hein, le PS, avec beaucoup d'élus locaux et beaucoup de militants. Et donc, on voit qu'il y a une lutte qui a déjà commencé pour qui va prendre l'ascendant, le leadership sur ce qui reste du Parti socialiste. Et là, la démarche d'Anne Hidalgo est clairement dans cette direction. Oui, pardon, c'est un parti qui n'a plus de chef. Jean-Christophe Cambadélis, on n'arrête pas de remettre en cause son rôle de patron du PS, qui n'est plus du tout respecté. Il y a Anne Hidalgo qui crée ce mouvement avec Martine Aubry et Christiane Taubira derrière. Il y a Benoît Hamon qui dit qu'il va également créer lui son mouvement au mois de juillet. Donc pour l'instant... Emmanuel Valls, qui compte bien être élu à l'Assemblée, pesait aussi à nouveau. Oui. Guillaume Jubin sur le Parti socialiste, qui n'est pas mort, mais en termes d'image, qu'il est un peu ? Je pense qu'il est dans une situation effectivement très très difficile. De toute façon, il n'y a pas que le Parti socialiste. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron avec un parti qui est né, tout le monde regardait ça en disant finalement ça ne marchera jamais, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de structure partisane, etc. En un an, il a réussi à arriver au pouvoir avec des militants et aujourd'hui présenter des candidats qui sont même largement devant des candidats qui viennent des grands partis traditionnels. Et je pense que la question du renouvellement, elle se pose pour le PS, évidemment, parce que le candidat n'était pas au second tour et qu'il a été très très loin de l'autre partie de la gauche qui l'a devancé. Il n'empêche que la question va se poser pour tous les partis politiques de savoir comment se recomposer. Et le fait il les a tous ringardisés, c'est un peu le mot... D'une certaine manière, oui, effectivement. Alors l'avenir me dira si ces partis politiques existeront dans d'autres formes de mouvements, mais le fait que les personnalités dont on vient de parler aient créé leur propre mouvement en dehors d'un parti, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que la politique va se faire désormais sûrement en dehors de ces grandes structures militantes qu'on a connues. Alors Justine, vous avez des petits indiscrets également en coulisses de campagne. Ce soir, on parle de Manuel Valls, justement, et de Xavier Bertrand. Alors séparément, d'abord Manuel Valls, c'est une petite incongruité, notamment quand on regarde son fil Twitter aujourd'hui, puisqu'en fait, il est candidat aux législatives et il s'est engagé à publier chaque jour sur Twitter un engagement de campagne. Et alors le premier, celui d'aujourd'hui, c'est de s'engager tout simplement à voter cette loi de moralisation de la vie publique. Ce qui est drôle, c'est que dans cette loi, il y a l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats successifs. Ce qui est drôle, c'est qu'Emmanuel Macron se présente là pour un 4e mandat. Donc si la loi avait été votée avant, il n'aurait pas pu mener campagne pour cette élection. Et puis en effet, Xavier Bertrand, alors si vous avez écouté RTL ce matin, vous l'aurez entendu, Xavier Bertrand a refusé le poste de Premier ministre. Il explique tout simplement qu'en effet, c'est à lui qu'on avait demandé au début, mais on n'oublie pas ses idées et ses valeurs pour un poste, dit-il. Ça fera plaisir à Édouard Philippe. Thierry Fabre. Oui, c'est intéressant de voir effectivement le cas Manuel Valls, qui a été repêché par Emmanuel Macron de façon indirecte. Vous avez vu, Emmanuel Macron avait imposé un maximum de 3 mandats à ses candidats. Donc, et donc Valls, qui a fait allégeance à Macron, ne pouvait pas candidater sous la bannière En Marche. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas envoyé de candidat en face de Manuel Valls. Et, me dit-on, Manuel Valls s'est déclaré à la préfecture pour sa candidature sous la bannière En Marche. C'est ça le tour de pas. Il n'est pas investi par En Marche, mais il se déclare En Marche. Voilà. Et puis il n'y a personne face à lui. Oui, alors c'est juste pour dire que Emmanuel Macron, qui avait promis le grand renouvellement, fait aussi un peu de vieille politique, puisqu'on a vu que dans 50 circonscriptions, il n'envoie personne pour justement se ménager des appuis et pouvoir investir indirectement des gens qui ne rentraient pas dans les critères stricts de renouvellement d'En Marche. Et on continuera de suivre évidemment tous ces dossiers et cette campagne des législatives passionnante. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette discussion. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on va écouter Donald Trump qui va enfin donner sa décision concernant l'accord de Paris sur le climat. Tout de suite. Excellence de Lindt.
les arômes les plus riches, le cacao le